Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir ici au showroom Enedis. Je m'appelle Michel Derdevé, pour ceux que je n'ai pas le plaisir de connaître. Je suis secrétaire général et membre du directoire d'Enedis. Et j'aurai l'honneur aujourd'hui d'ouvrir cette séquence, ce Side Event. Le président d'Enedis, Philippe Monloubou, ayant un empêchement de dernière minute qui fait qu'il doit réduire assurer l'ouverture de ce Side Event. Et malheureusement, il ne sera pas avec nous. Alors, Excellence, Monsieur le Commissaire, cher Andris Pibals, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Directeurs, Messieurs les Conseillers et Mesdames les Conseillers, de nombreuses ambassades sont ici cet après-midi et nous sommes ravis de les accueillir. J'aurais envie de vous dire quelques mots très rapides sur le fait qu'un sommet climat, demain le sommet qui va s'ouvrir, le One Planet Summit, c'est pas qu'une discussion de nature politique. C'est pas qu'un travail fait entre les différents gouvernements du monde ou de la planète sur une réflexion sur la décarbonation. C'est aussi, et ça va l'être de plus en plus, l'implication des entreprises, des opérateurs industriels. Ça a été déjà le cas lors de la COP21. Il y a 2 ans, on a vu un certain nombre de grands acteurs mondiaux de l'énergie et d'autres domaines se mobiliser autour de la décarbonation de la planète. C'est encore vrai aujourd'hui et ça devra l'être encore plus dans les années qui viennent. Vous savez comme moi, et Jean Jouzel, qui va prononcer quelques mots introductifs après moi, vient de publier un livre remarquable la semaine dernière sur le sujet, qui a un besoin d'investissement colossal pour réussir l'objectif de limitation des 2 degrés et qu'on est encore loin de l'épure. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Enedis, quelques petits mots. On est une entreprise jeune qui a 10 ans, qui a été créée en 2008, qui réunit 38 000 salariés, qui est au cœur de la transition énergétique. Je prendrai simplement 2 exemples. Pourquoi? Parce qu'on raccorde les énergies renouvelables, photovoltaïques, éoliennes notamment, rentrent par le bas dans le réseau. Et donc le réseau de distribution n'est plus uniquement un réseau qui achemine jusqu'à votre compteur, mais c'est aussi un réseau qui collecte des énergies intermittentes et donc dont les fonctionnalités sont amenées à être profondément modernisées, digitalisées, transformées. Et deuxième élément, ce réseau, j'ai employé le mot digital à l'instant, c'est un réseau qui va être un réseau de plus en plus numérique, une sorte de plateforme d'interface où l'intelligence pour aller vers un client, consommateur, acteur va être de plus en plus challengée. Et donc on voit bien que les fonctionnalités de cet espace, de ce réseau qui fait 1 million et quelques de kilomètres en France, vont être de plus en plus importantes dans le paysage. Et donc j'appelle de ces voeux, et nous avons conçu ce Side Event comme un moment où on doit penser le sujet énergétique pas uniquement en termes de production. C'est bien de penser à quel type de production énergétique, c'est bien aussi, je le dis devant notre ami indien, c'est bien de penser au plan mondial, au rôle des infrastructures. L'électricité ne va pas arriver demain immédiatement par le cloud, elle supposera encore pendant quelque temps des lignes et des postes. Et tout ça, c'est challengé aujourd'hui, c'est des infrastructures vitales et stratégiques. Et donc l'objectif de ces 3 heures d'échange entre nous, ça va être de pouvoir partager sur les enjeux, les pratiques, les échecs, les réussites dans les différents pays au plan mondial sur cet enjeu de transformation des réseaux. Et donc de ce pas, et pour pas être plus long, j'interviendrai dans la 3e table ronde, mais je passe la parole à Jean Jouzel. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Jean, qui a été prix Nobel de la paix en 2007, faisant partie des équipes du GIEC qui ont travaillé parmi les pionnières et les premières sur le sujet climatique. Et c'est un grand honneur, cher Jean, de vous accueillir cet après-midi ici pour Enedis et pour tous nos invités. Merci Michel. Bonjour à tous, bonjour Excellence, bonjour à tous. Quelques mots. Je pense qu'il est toujours, alors probablement pas nécessaire pour beaucoup d'entre vous, mais utile en général de rappeler quelques points sur le réchauffement climatique. D'abord, sa réalité. Sa réalité, le réchauffement climatique est bien là, il est très présent dans l'atmosphère. Les 3 dernières années étaient les années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. 2017 sera de nouveau une année chaude. Et cela, c'est indubitablement lié à l'augmentation des gaz à effet de serre, plus 40% depuis 200 ans pour le dioxyde de carbone, plus que doublé pour le méthane, plus 20% pour le protoxyde d'azote. Et le résultat net de cette augmentation, il est clair. Ça se traduit par une augmentation, disons un piégeage de chaleur supplémentaire et tout simplement une augmentation de la chaleur, de la quantité de chaleur disponible pour le système climatique. En gros, on augmente de 3 watts par mètre carré d'un peu plus de 1% la quantité de chaleur disponible. Mais de ce 1% supplémentaire, il n'y a que 1% à être utilisé par l'atmosphère. L'essentiel va dans l'océan, et donc si on veut
tester la réalité du réchauffement, il faut aussi aller voir ce qui se passe dans l'océan. Et là, le diagnostic est sans appel. En fait, l'élévation du niveau de la mer, c'est plus de 3 mm chaque année. 1 mm lié à la dilatation de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate. Et puis, une bonne partie du reste qui est lié à la fonte des glaces, les glaciers de nos régions, de l'Himalaya, mais aussi ce qu'on appelle les glaciers tempérés. Mais depuis une vingtaine d'années, le Groenland et l'Antarctique de l'Ouest. Donc ce réchauffement est une réalité, on en comprend les mécanismes et de façon très claire, on attribue ce réchauffement aux activités humaines. Donc on ne peut pas expliquer, si on regarde au cours des 60 dernières années, il y a un peu moins de 1 degré de réchauffement à l'échelle planétaire, 2/3 de degré. On peut l'expliquer entièrement par les activités humaines. Les causes naturelles de réchauffement climatique, on parle à la fois des variations de l'activité solaire ou des volcans, ne peuvent expliquer qu'1 dixième de degré au maximum. Donc le diagnostic est là, il est très clair, l'essentiel du réchauffement climatique est dû aux activités humaines. Alors ce vers quoi on va, bien sûr, c'est malheureusement du bon sens. Si on émet beaucoup de gaz à effet de serre, plus on émet de gaz à effet de serre, plus on prend de risques d'un réchauffement important. Peut-être pas dans un premier temps, finalement, quand on regarde ce qui va se passer à échelle de 10 ou 20 ans, c'est pratiquement joué. Disons, ce sont les gaz à effet de serre qui sont déjà dans l'atmosphère, qui vont continuer à jouer leur rôle climatique. Mais si on regarde au-delà de 2050, c'est ce que nous faisons aujourd'hui qui décide du climat de la deuxième partie de ce siècle et plus loin. C'est ça qui est important. Et eh bien, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, 4 à 5 degrés à la fin du siècle en moyenne globale, c'est le même réchauffement que celui que nous avons connu depuis 20 000 ans, mais 50 à 100 fois plus rapidement, de façon très claire. On rentre complètement dans un autre monde, avec des conséquences dans tous les domaines. Dans l'océan, l'acidification de l'océan serait 2 fois plus acide à la fin de ce siècle qu'il n'était au début du siècle dernier, avec des conséquences sur tout ce qui est formé à partir de calcite. Ça va des récifs coralliens disons, aux coquillages, aux coquilles, des coquillages qu'on aime bien. Mais aussi les extrêmes climatiques qui risquent de devenir plus extrêmes. Et ça, je peux vous dire que Michel, il n'aime pas trop. Donc on peut en discuter aujourd'hui, mais c'est pas le genre de choses que... Voilà, la tempête, bien sûr, tous ces problèmes, mais même des sécheresses à répétition, les infrastructures sont des problèmes, bien sûr, disons les extrêmes climatiques en général, des vagues de chaleur qui seraient plus importantes, plus intenses. Et puis ensuite, une troisième catégorie de conséquences qui touche plus les populations. Alors, on va parler en gros, il y a quand même le problème de sécurité alimentaire sur une large partie du pourtour méditerranéen qui verra moins de précipitations, diminution donc des sécheresses dans certaines régions, des risques d'augmentation des réfugiés climatiques. Ces régions qui ne pourront plus nourrir les personnes qui y vivent, eh bien évidemment, c'est... la conséquence, c'est, disons que les gens le quittent, doivent la quitter. Mais aussi, par exemple, la perte de biodiversité, c'est assez impressionnant. Actuellement, on parle déjà de 6e extinction, sans tenir compte du réchauffement climatique pour beaucoup des spécialistes. Or, avec un réchauffement climatique de l'ordre de celui que j'ai mentionné, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, à la fin de ce siècle, pour la moitié des espèces, alors que ce soit faune ou flore, eh bien, leur vitesse leur capacité de déplacement sera inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend bien la difficulté qu'elles auraient, parce que j'espère que ce n'est pas ce vers quoi on ira, pour s'adapter. Ensuite, beaucoup de problèmes, bien sûr, tout ce qui est lié aux problèmes, disons, tous les problèmes sont exacerbés de santé, environnement, et puis ces problèmes aussi irréversibles, comme l'élévation du niveau de la mer. Ce serait au moins 1 mètre à la fin du siècle, 2 à 3 mètres à échéance de quelques siècles, et je parle toujours d'un réchauffement non maîtrisé, la fonte du Groenland à échelle millénaire, et ça, ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Des conséquences sur des pays comme le nôtre, des vagues de chaleur, des zones où il y a des sécheresses. Et tout cela, donc j'arrête sur ces conséquences. Vous êtes tous persuadés que c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça simplement l'objectif. Alors, tout le monde sait ce qu'il faut faire. C'est ce qui est bien. Puisque moi j'adhère à l'objectif de l'accord de Paris. Il faut en gros prendre des mesures pour que le réchauffement climatique soit limité. On ne peut pas l'arrêter, il est inéluctable. C'est ce qu'on dit. Je rappelle que c'est ce qu'on dit depuis 40 ans et que nous sommes actuellement sur les trajectoires que nous envisagions il y a 30 ans.
Donc il faut quand même prendre ce dont on vous parle aujourd'hui au sérieux, parce que c'est exactement ce qu'on vous disait il y a 30 ans. Voilà, donc je veux dire, c'est quand même important de le prendre au sérieux. Et donc, eh bien, ce réchauffement climatique, si on veut le limiter en deçà de 2 degrés, voire moins, 1,5 degré, vous savez qu'il y a beaucoup de discussions, on comprend très bien que certains pays soient attachés, parce que, disons, les petites îles ou des pays côtiers, des régions de l'océan Pacifique, elles sont à la fois ce problème d'élévation du niveau de la mer, mais aussi d'acidification de l'océan qui touche les ressources halieutiques ou les ressources touristiques, et puis les extrêmes climatiques qui s'intensifient, elles ont d'une certaine façon la triple peine. Mais pour faire ça, eh bien, on sait qu'il faut changer complètement de mode de développement. Il faut aller vers une société sobre en carbone. On n'a plus le droit qu'à 40 ans d'utilisation de combustibles fossiles au rythme actuel. Bien sûr, si on veut, ça c'est pour 2 degrés, beaucoup moins encore si on veut rester en deçà de 1,5 degré. Donc cela, ça demande effectivement, comme l'a dit Michel, donc nous défendons avec Pierre Laroutourou et beaucoup d'autres. Michel, merci d'avoir signé, puisque tu es un des signataires, je tiens à le dire. Merci beaucoup de cet appel. Disons, on a publié un livre et un appel qui est sorti dans le journal Le Monde ce week-end. L'idée, c'est que, eh bien, oui, si on veut lutter de façon efficace contre le réchauffement climatique, on pense que c'est absolument indispensable. Il faut y mettre une volonté politique, c'est clair, mais aussi il faut mettre les moyens. En gros, il faudrait quand même que tous les investissements d'aujourd'hui s'inscrivent dans une perspective de lutte contre le réchauffement climatique. Et on voit bien que ce n'est pas le cas. On ne va pas détailler les investissements qui se font autour de nous, mais on voit bien que ce n'est pas forcément le cas. Mais c'est la seule solution, il faut bien se rendre compte de ça. Et pour ça, il faut investir massivement. Et pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, il y a probablement une plus grande place. Si on regarde maintenant, je terminerai là-dessus, sur les aspects énergie. Donc quand on regarde l'aspect énergie, donc en gros l'énergie, c'est 3/4 des émissions de gaz à effet de serre, l'agriculture 20%, et puis voilà, à peu près, c'est pour vous situer, disons, l'agriculture à travers plutôt méthane et protoxyde d'azote. L'énergie, c'est les 3/4 de l'augmentation de l'effet de serre chaque année. Donc si on veut prendre la main sur l'énergie, eh bien, quand on regarde énergie, il y a l'électricité, la chaleur, la mobilité. Un monde sobre en carbone aura très probablement, disons, la part de l'énergie produite par l'électricité. Alors on peut aussi penser à l'hydrogène, à d'autres vecteurs, mais globalement, la part de l'énergie produite liée à l'électricité devrait s'accroître au niveau mondial, d'où l'important de ce qu'on discute aujourd'hui, les réseaux, mais aussi alors des réseaux à la fois pour le renouvelable, l'interconnexion, mais évidemment aussi des réseaux plus locaux. Il faut penser aussi peut-être un peu différemment que ce qu'il y a de notre culture depuis 40 ans. Voilà, c'est un peu un message. Donc c'est, je pense, très bien de se réunir. Et bien sûr, il y a tous les problèmes de stockage d'énergie qui sont aussi liés au réseau. Il faut faire preuve d'inventivité, beaucoup de recherche. Voilà, merci beaucoup. C'était pour ces quelques mots d'ouverture. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vous restez assis là. Oui, parce que sinon... Merci Michel. Voilà, je suis Hugues Belin, je suis journaliste spécialiste question énergie, basé à Bruxelles. J'ai mon GSM. Je vais être votre modérateur aujourd'hui. J'ai mon GSM et je vous conseille de faire comme moi, soit de le mettre sur avion ou silence, en tout cas, s'il vous plaît. Mais moi, je vais tout le temps le regarder parce qu'on a un horaire assez serré. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Voilà, nous allons avoir donc cet après-midi 3 tables rondes, avec 3 ou 4 orateurs à chaque table ronde. Elles vont commencer par 5 minutes d'introduction par chaque orateur. Ensuite, pendant 10 minutes, nous allons faire un débat au sein de la table ronde. Je peux déjà commencer à voir s'il y a des questions. Et ensuite, 10 minutes pour les questions du public. Et la pause café sera à 16 h, donc après la première table ronde. À la fin, notre rapporteur vous fera une synthèse de cet événement. Et puis, peut-être que nous aurons un ministre qui passera nous dire un petit mot. Donc, nous prévoyons de terminer vers 18 h. Je voulais encore savoir une petite chose qui, quand même, sera utile.
qui est anglophone ici? Who speaks only English here? OK, one. OK, two, three. OK, yeah. OK, four. OK. Donc, on va parler principalement, je vais parler principalement en français. Il y aura des présentations qui seront en anglais, donc on communiquera aussi en anglais. Je pense que tout le monde parle anglais ici. Sinon, vous avez des... je vous conseille quand même d'avoir des écouteurs. Nous avons des interprètes ici, rien que pour vous. Voilà, donc on va démarrer. Je voulais encore, on a encore 3 minutes avant le départ de la première table ronde. Jean, j'aurais voulu savoir sur Paris. Donc Paris, très rapidement, où est-ce qu'on en est avec par rapport à la COP 21? Donc par rapport à la COP 21, donc l'idée, on a eu deux réunions depuis. La COP 22 à Marrakech et la COP 23 en fait organisée par les îles Fidji à Bonn, elles ont finalement rempli leur rôle. Leur rôle, c'est principalement de préparer la COP 24 de l'an prochain, qui sera plus importante parce que c'est à partir de l'an prochain qu'on commencera réellement à regarder. On appelle ça le stock take, c'est-à-dire on regardera vraiment, on fera un premier bilan des engagements de l'accord de Paris. Ce que l'on sait, c'est que des engagements de l'accord de Paris, je le dis rapidement, ne sont pas à la hauteur de l'objectif. Pratiquement, on sait d'ores et déjà que même si les pays s'engageaient, eh bien, disons, respecter leurs engagements, on aurait à peu près 15 milliards de tonnes, c'est-à-dire 35 à 40% d'émissions en trop en 2030. Donc il faut vraiment relever cette ambition. Et pour moi et pour beaucoup d'autres, eh bien, le retrait de Donald Trump disons, il a une double conséquence. Le succès de l'accord de Paris, ce n'est pas que dans les engagements, c'est dans son caractère universel. Tous les pays de la planète ont signé l'accord de Paris. Donc, même les États-Unis actuellement, le Nicaragua et la Syrie très récemment, mais tous les pays de la planète ont signé. C'est ce caractère universel qui faisait la force de l'accord de Paris. Il faut bien comprendre qu'on ne réussira pas à lutter contre le réchauffement climatique sans une solidarité internationale très forte. Et ça, c'est vraiment, je crois, cette décision de Donald Trump qui rendra très difficile, c'est un peu le problème, je crois, disons, relever l'ambition de l'accord de Paris sans les États-Unis comme partie prenante, ça sera très difficile. Et c'est vraiment extrêmement négatif pour cette double raison. Il y a d'abord un aspect symbolique. Les États-Unis ont rompu un accord universel, le premier accord universel sur cette planète. Et il y a vraiment besoin de solidarité si on veut lutter contre le réchauffement climatique et ne pas accroître les inégalités, parce que c'est bien le premier risque du réchauffement climatique.